Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours avec mon auteur invité de cette semaine, Laurette Lorrain. Et Laurette, je veux qu'on continue de parler de couper au montage. Et dans couper au montage, on en parlait tout à l'heure, c'est un triangle amoureux, mais on voit vraiment les sentiments de chacun des trois personnages évoluer au fil du roman. Oui, des sentiments qui évoluent parce que sans dévoiler le punch, la maîtresse, c'est quand même quelqu'un qui a un certain don pour le bonheur et qui décide de ne pas s'enliser dans cette souffrance et qui se donne le risque d'une vie devant soi et qui va aller de nouveau vers l'amour. Il y a l'amant qui, lui, bon, il s'en est sorti parce que il a pas eu besoin de mettre fin. C'est la maîtresse qui a mis fin pour le libérer, mais qui, en quelque part, est celui qui a peut-être le plus de difficultés à se sortir. Parce qu'il faut dire que mes personnages, c'est pas des gens qui vivent un triangle amoureux dans la vingtaine ou dans la trentaine. Ils ont la quarantaine, ils sont à l'aube de la cinquantaine, donc il y a moins d'années devant soi qu'il y en a derrière. Et là, de se dire, bon, est-ce que je fais les bons choix dans la vie? Est-ce que, parce qu'il y a aussi, le risque est moins jouable en vieillissant. On a vécu 15 ans, 20 ans, 30 ans avec un homme ou avec une femme. Bon, la passion n'est plus là, mais il y a des liens, il y a des enfants. Est-ce qu'on fout tout ça par-dessus bord parce que tout à coup, on rencontre, bon, appelons-la l'âme sœur? Est-ce que ça vaut le coup? Il y a des gens qui le font avec bonheur, puis il y a des gens qui le font, qui le regrettent toute leur vie. Il y a la maîtresse aussi qui, quand elle réalise que son homme est peut-être sur le point de la quitter, de ne plus lui appartenir, qui essaie de le reconquérir, mais maladroitement. Puis elle-même, elle a des blessures d'enfance à cause de sa relation avec sa mère, alcoolique, avec son père, dont elle sentait l'amour, mais dont elle aurait voulu ressentir encore plus d'amour et d'attention. Donc oui, on voit ces personnages-là évoluer. Il arrive un autre personnage, le doux Mathieu, le bon docteur qui, on l'espère, sera la planche de salut de la maîtresse. Et puis ensuite, il y a toutes sortes d'événements, ça se bouscule. Et puis, il y a une fin que j'ai réécrite plusieurs fois, oui. Je pouvais pas me résoudre à avoir une fin malheureuse. En même temps, ça se pouvait pas que la fin soit heureuse non plus. J'ai jonglé avec ça, puis finalement, c'est une fin qui est ouverte sans l'être parce que je fais mes petits sondages et je dirais de façon générale, à quelques exceptions près, la majorité des hommes optent pour la fin malheureuse et les femmes, elles, optent pour la fin heureuse. Ah oui? Ouais, ben quelques femmes non, mais de façon générale, oui. Et je me dis, bon, alors je vais aller bientôt là, dans des librairies là, où on va faire des rencontres avec les lecteurs et j'ai hâte de tester cette hypothèse-là qui commence à prendre forme. Là, les femmes ont un côté un peu plus romantique? Peut-être, et puis aussi les femmes se disent mais ça se peut pas que l'autre personnage ait posé tel geste, ça lui ressemble pas. Donc j'imagine que c'est des femmes qui s'identifient à la légitime. Alors dépendamment de à qui les gens se sont identifiés dans le roman, la fin prend une autre couleur. Moi j'aimais détester justement l'épouse. T'as jamais détesté l'épouse? Non, je l'ai détesté. Tu l'as détesté? Oui, en la lisant. Moi c'est le personnage pendant que je l'écrivais, sur lequel j'ai le plus pleuré. Ah oui? Oui. Je trouvais que cette souffrance-là qu'elle avait vécue jeune, qui se répercutait dans sa façon difficile d'aimer et d'être aimée, non, j'ai eu beaucoup de chagrin avec elle. J'ai eu beaucoup de chagrin aussi avec la maîtresse, mais elle avait comme une force qui lui permettait de s'en sortir. Donc, j'ai pleuré avec elle des petits bouts, mais je savais qu'elle s'en sortirait. Alors que la légitime, je la voyais s'enfoncer tout le temps, puis même si c'est moi qui l'écrivais, là, je voulais pas la sauver. Alors, c'est peut-être... C'est ça, on aime la détester, en fait. Ouais, c'est mon opinion personnelle. Ouais. Et la préface est signée par votre sœur, oui, Danielle Lorrain. Oui, qui m'a fait ce grand plaisir. En fait, il faut dire que c'est Danielle qui m'a convaincue de publier parce que au départ, comme j'ai toujours écrit et tout ça, bon, alors j'ai commencé à écrire. Il faut savoir que j'ai décidé il y a 3 ans de quitter mon travail au gouvernement parce que ça m'amenait à aller à Québec régulièrement chaque semaine. J'ai commencé à faire ça. Ma fille était toute petite et
comme jeune mère, je trouvais ça difficile de faire 1 ou 2 dodos loin de la maison. Et j'ai continué de le faire. Et puis là, ça commençait à me peser. J'avais envie d'autre chose. Donc, j'avais remis ma démission. Je m'étais inscrite au doctorat. Je voulais écrire des romans. Puis, je voulais enseigner à l'université. C'était ma nouvelle vie. Puis là, il y a ce poste-là qui s'est offert au barreau. Puis on m'a appelé. Ils m'ont dit, Laurette, c'est pour toi. Postule. J'ai postulé. Je l'ai eu. J'ai mis de côté le doctorat. Puis, j'ai continué d'écrire. Et puis, j'avais une collègue de travail qui me disait, montre-moi ce que tu écris. Alors, chaque semaine, je lui lisais un extrait. Puis, je veux la suite. Je veux la suite. Mais bon, c'était pas pour être publié, en tout cas, ni même lu peut-être. Et puis, alors, je parle de ça à Daniel, puis elle me dit, ben, montre-moi ça, montre-moi ce que t'écris. Alors, un soir, moi, j'ai un petit pied à terre à Montréal, ma sœur vient un soir, on ouvre une bouteille de Mercury, et puis elle me dit, bon, ben, je m'installe dans un coin avec ton cartable, c'est un grand cartable blanc, un peu glacé. Et puis, moi, je fais mes choses, et puis, à la fin de sa lecture, elle me dit, mais, Laurette, c'est un roman, ça. Quand est-ce que tu publies? Et là, ça a été comme un choc, une révélation. Ouais. Je me suis dit, ben, je sais pas, comment on fait? Elle m'a dit, t'envoies ton livre chez des éditeurs. Alors, j'ai envoyé mon livre chez 2 éditeurs qui m'ont dit tous les 2 oui. Et ensuite, on m'a dit que j'avais été bien chanceuse parce que des fois, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Alors, puis finalement, ben, j'ai choisi d'aller chez Québec Amérique. Et puis, c'est devenu un livre. Et puis, je me revois encore au lancement du livre. J'ai fait ça au théâtre d'aujourd'hui parce que depuis une dizaine d'années, je joue au théâtre dans lors de soirées bénéfices pour ramasser des fonds. Et ils m'ont fait le plaisir de m'accueillir là. Et puis donc, on était, je sais pas, 150 personnes. Il y avait des amis, la famille, mes parents étaient là, tout ça. Et c'était très touchant parce que ce que je leur disais, c'est les premières fois, quand on vieillit, comme moi, bon, j'ai plus 40 ans, là, quand on vieillit, les premières fois sont de plus en plus rares. Mm-hmm. Et elles deviennent d'autant plus précieuses. On les savoure. On les savoure. Donc là, c'était mon premier livre, mon premier lancement. Puis je voudrais, vous êtes ma première émission de radio sur mon livre. Donc, on les savoure. Et il y avait tous ces gens-là. Et donc, l'espèce de comment je dirais, le fait de le vivre et de dire je tiens entre mes mains mon livre, alors ça m'a donné du courage pour la suite. Donc là, j'ai déposé mon 2e manuscrit chez Québec Amérique et on s'aligne pour possiblement une publication au printemps. Donc c'est comme un tout nouvel univers qui s'ouvre devant moi. Je suis très heureuse de ça. J'ai jamais eu de projet de carrière. Alors, je suis devenue avocate, et puis à un moment donné, on m'a dit, ah, tiens, tu pourrais être gestionnaire. Je suis devenue gestionnaire. Et puis, de fil en aiguille, j'acceptais un poste, j'ai changé de ministère, j'ai changé de boîte et tout ça. Et j'ai toujours dit oui à ce qui se présentait parce que, bon, après 3-4 ans dans un travail, je voulais aller faire autre chose. Et donc, j'allais vers ça, mais sans plan de carrière. Puis quand on regarde en arrière, on dit, ah tiens, ceci m'a amené là, cela m'a amené vers telle promotion, et ainsi de suite, mais sans véritablement de plan. Et là, je dirais pour la première fois de ma vie, je me vois tout à coup vieille, très âgée. Je me vois sur le bord de la mer, dans une maison, et j'écris. Et c'est comme si c'est la première fois que j'avais un plan de carrière. C'est ça. Wow! Ouais. Et à quoi va ressembler le 2e roman? Le 2e roman, quand j'ai commencé à l'écrire, au début, ça me venait pas comme un roman. Au début, ça me venait comme plein de courtes histoires. Puis moi, je lis des recueils de nouvelles, mais je suis pas très friande de ça. Alors je me dis, ah non, je suis en train d'écrire des nouvelles. Mais tout à coup, il y a un personnage d'une des courtes histoires que je retrouvais dans une autre courte histoire et que tout s'est comme organisé, je dirais presque organiquement, ce qui fait que quand j'ai tout mis ça ensemble, j'ai créé une scène du début où on est à un mariage de 2 personnes qui s'épousent après 30 ans de vie commune. J'ai une narratrice et on rencontre la galerie de personnages dont on va suivre les histoires et à la fin, il y a une scène à la fin qui se passe dans un salon funéraire, donc c'est la vie, hein? Et on retrouve à peu près tous les personnages sauf 2. Alors, donc, c'est devenu un roman. Et le titre provisoire, mais je pense bien que ça va être définitif, c'est La fille du tavernier. Parce que, bon, le premier, c'est le théâtre. Le deuxième, le lien, c'est les chansons.
les chansons, mais aussi les chansons et il y a comme en filigrane, je dirais, l'alcool, le vin qu'on boit de plus en plus en apéro, au dîner, qu'on prend le soir en arrivant pour évacuer le stress de la journée. Donc, on parle un peu avec tout le monde et tout le monde boit sans raison ou avec des raisons ou arrête de boire et tout ça. Donc, il y a un peu ça aussi en filigrane. Et le troisième, ce sera une thématique davantage de théâtre. Mais en fait, quand je dis thématique, mon éditeur m'expliquait ce que je fais, c'est pas une trilogie. Ça serait davantage un triptyque dans le sens où il y a des thématiques liées aux arts. Et en même temps, il y a un personnage du premier roman qu'on retrouve dans le deuxième. Et à la fin du deuxième, on va faire la connaissance de deux personnages du troisième. Et c'est toujours la passion amoureuse qui me guide et qui me permet d'aller vers les émotions, vers le drame, vers le pardon, vers la jalousie, la vengeance, la vie. Et c'est les gens qui t'entourent qui t'inspirent? Oui, en travaillant au restaurant de mes parents, puis plus tard au bar, il y avait un hôtel à Charlemagne. On était en même temps qu'on travaillait moi en tout cas, j'étais très spectatrice de tout ce qui se passait. Il y avait là des personnages hallucinant. Il y avait Venise elle s'appelait Venise, qui montait sur scène, qui faisait de la danse à claquettes, puis ensuite qui s'en allait aux tables et puis qui allait boire avec des hommes. Il y avait Mon petit garçon, il y avait Bébé Lebrun, il y avait toutes sortes de personnages. Et on voyait leur vie, puis moi je me souviens ensuite je leur en inventais. Ou encore on allait au restaurant avec ma mère, puis notre grand plaisir, on mangeait, mais on regardait surtout ce qui se passait aux tables à côté. Puis ma mère disait, pour moi, son mari vient de la laisser, regarde-la. Alors, on s'inventait des histoires. Donc, on est une famille qui s'invente des histoires. Et moi, ma grand-mère Delvina, d'ailleurs, ma sœur fait référence à Delvina dans la préface, qui était ma grand-mère maternelle, ma marraine. C'était une raconteuse, une comédienne née. Elle nous racontait des choses, elle les inventait. Et puis, elle faisait les voix de tous les personnages en même temps. Donc, oui, j'ai eu une grand-mère très inspirante. Wow! Laurette, si tu me permets, on s'arrête et on se reparle dans les prochains instants de ton coup de cœur littéraire.